Aussi un spécialiste dans le diabète type 1. Je fais mon doctorat dans la recherche avec le diabète type 1 et puis aussi avec le pancréas artificiel et puis les thérapies adjonctives. Alors, on va parler ce webinaire à propos des hormones et puis le diabète type 1. Que savons-nous? Alors, je vais juste attendre juste 1 minute avant de commencer la présentation. OK. Alors, on va commencer la présentation avec les objectifs de la présentation. Alors, on va discuter de la science des hormones impliquées dans le cycle de reproduction. Alors, et puis on va examiner la science en lien avec certaines périodes spécifiques de la vie, en particulier la puberté, le cycle menstruel, la ménopause. Et on va discuter de l'impact des cycles de la vie et des hormones sur la glycémie et le diabète de type 1. Et puis discuter des stratégies possibles pour y faire face. Avant de commencer, je veux juste discuter de 5 avertissements, juste qu'on est sur la même page pour quelques détails. Numéro 1, nous nous concentrons sur les hormones reproductives. Alors, juste vous aviser, quand on dit hormones et le diabète de type 1, vraiment, une hormone est une substance chimique produite par une partie du corps qui envoie un message à une autre partie du corps pour qu'elle se modifie sa biologie. Alors, quand vous pensez les autres substances dans le corps, l'insuline est une hormone aussi, mais on va concentrer sur quelques autres hormones aujourd'hui. Celui est plutôt reproductif. Quand même, d'autres hormones ont un impact, mais ne sont pas abordées en détail. Alors, les hormones thyroïdiennes, par exemple, on va en mentionner, mais on ne va pas en discuter vraiment d'une façon détaillée. Il y a les hormones régulant le stress et la tension artérielle, et puis les hormones qui contrôlent les os et le calcium. Alors, aujourd'hui, nous concentrons sur les hormones reproductives, alors l'estrogène, progestérone, testostérone. Et très brièvement, on va parler sur le hormone de croissance. Alors, la recherche est en mouvement. Il y a beaucoup de vos expériences qui peuvent ne pas être encore répertoriées dans le domaine scientifique. Alors, la recherche sur le diabète de type 1 quand même progresse rapidement grâce à la technologie comme les capteurs, au registre de patients comme celui de Better et puis aux options de traitement améliorées. Mais cela ne signifie pas que ces effets ne sont pas réels. Ça veut juste dire que ça peut être important, que ça peut signifier que votre médecin, comme par exemple votre endocrinologue et puis vos soins de diabète, c'est moins bien équipé pour vous donner des informations de la même manière que pour d'autres phénomènes. Par exemple, il y a plus de suggestions et puis lignes de guide pour suggérer quoi faire pour éviter les hypos avec l'exercice que pour comment régler la glycémie avec le cycle menstruel. Puis aussi, on va faire les orientations basées sur nos meilleures connaissances. Alors, comme j'ai dit, il existe peu d'essais cliniques pour déterminer le meilleur traitement de variation de la glycémie pendant la puberté, le cycle menstruel et puis la ménopause. Alors, je vous fournirai mon avis d'expert en me basant sur les connaissances actuelles et puis les options de traitement disponibles à ce moment. Puis, je vais aussi mentionner la différence entre le sexe et le genre. Ma présentation portera sur les hormones féminines et masculines en termes de sexe biologique attribué à la naissance. Et puis, cela diffère de l'expression de genre qui comporte diverses formes et peut différer du sexe à la naissance. Alors, le respect de cette distinction et puis ces différentes formes d'expression de genre, c'est vraiment essentiel. Et puis, finalement, nous sommes tous différents. Chaque personne vit son diabète et ses hormones de manière différente. Et puis, nous vous recommandons d'aborder vos particularités avec votre équipe de soins. OK, alors maintenant, on va commencer avec la présentation et puis les détails de les hormones reproductives en commençant avec la puberté. Alors, on va faire un petit peu d'introduction de la puberté, qui est un processus physique par lequel le corps de l'enfant se développe en adulte, avec l'apparition des caractéristiques sexuelles secondaires, alors comme les seins ou la pousse ou la barbe.
Alors, ce phénomène est dû à un changement hormonal dans le cerveau qui stimule les gonades, alors les ovaires et les testicules, pour les réveiller d'une façon biologique. Les hormones impliquées comprennent la testostérone, les estrogènes et puis l'hormone de croissance aussi. Alors, chez les individus de sexe biologique féminine, généralement, la puberté chez les filles commence vers l'âge de 8 ans et se termine vers l'âge de 13 ans. Mais ça, c'est en moyenne, bien que cette moyenne puisse varier, parce que même dans la recherche, on voit que cette moyenne, ça diminue avec les années. Puis, en général, ça suit la séquence suivante. Il y a le développement des seins, le développement des poils pubiens, la poussée de croissance et puis la ménarche qui est le début des menstruations. Chez ceux qui ont de sexe biologique masculin, généralement, la puberté, c'est un petit peu plus retardé. Alors, ça commence vers l'âge de 11 ans, se termine vers l'âge de 15 ans en moyenne. Et puis, la séquence fréquente est le suivante. Alors, là, c'est la croissance, premièrement, des testicules, puis le développement des poils pubiens, puis la croissance du pénis, le poussée de croissance et puis le changement de la voix. Alors, puberté et le diabète de type 1. Alors, la puberté induit de nombreux changements qui influencent les besoins en insuline, ce qui peut avoir un impact sur la glycémie. Alors, il y a une augmentation de la masse corporelle maigre. Alors, cela nécessite davantage d'insuline parce que cette masse a besoin de vraiment sensible à l'insuline et puis les besoins d'insuline sont augmentés. Puis, il y a l'hormone de croissance qui cause vraiment, en général, la croissance du corps et puis les autres, l'agrandissement de quelques tissus. Et puis, cette hormone crée une résistance à l'insuline à cause de ses effets dans le corps. Le testostérone et puis l'estrogène progestérone peuvent aussi également continuer à la résistance à l'insuline, mais ce n'est pas exactement dans le même effet parce que, comme vous pouvez penser, ces hormones vraiment vont être sécrétées pour vraiment la plupart de la vie adulte, sauf pour la ménopause, mais la hormone de croissance est vraiment augmentée d'une façon plus élevée dans la puberté. Mais quand même, c'est une grande différence comparée à l'enfance. Alors, pendant la puberté, il y a un besoin accru d'insuline qui est souvent nécessaire pour maintenir une glycémie équilibrée. Et puis aussi, on voit malheureusement en moyenne, les glycémies sont plus élevées chez les adolescents et puis les jeunes adultes que dans le reste de la population vivant avec le diabète type 1 pour plusieurs raisons. Alors, premièrement, c'est à cause de la résistance à l'insuline. Alors, il y a un petit peu, c'est difficile avec les changements dans les besoins d'insuline. Ça peut être plus difficile d'ajuster. Mais aussi, il y a plusieurs choses qui sont plus sociales, psychologiques. Alors, il y a le transfert de la gestion du parent à l'enfant. Alors, ça peut être un petit peu difficile pour l'adolescent essayer d'ajuster, de vraiment s'occuper de leur diabète. Et puis, il y a les changements comportementaux qui peuvent influencer de donner l'insuline, quelquefois les changements dans l'appétit et puis aussi juste d'être plus précis avec leur traitement de diabète. Quand même, c'est important d'être conscient de la glycémie. Le risque des complications vasculaires augmente après la puberté. Alors, à partir de l'âge de 15 ans ou l'apparition de la puberté, et puis après 5 ans de diabète de type 1, alors c'est pas exactement dès qu'on a le diagnostic, mais ça prend 5 ans après le diagnostic. Votre spécialiste commencera à surveiller les complications. Alors, ça veut dire faire des examens des yeux pour voir qu'il n'y a pas de rétinopathie dans les yeux, pour l'analyse d'urine pour voir qu'il n'y a pas de complications chez les reines liées au diabète. Alors, y a-t-il un effet du diabète sur la puberté? Alors, historiquement, un diabète de type 1 mal contrôlé pouvait retarder la croissance de la puberté. Mais grâce aux options de traitement actuelles, ce problème est vraiment devenu rare. Et puis, quand on parle de quand il y avait vraiment plus fréquent ce changement de la croissance de la puberté, c'était plutôt dans l'âge où on ne même savait pas qu'un hémoglobine glyquée moins de 7%, c'est nécessaire pour prévenir
les complications quand on fait les injections 2 fois par jour. Alors, c'est vraiment, notre traitement, c'est vraiment changé des ceux avec le diabète type 1. Quand même, c'est une autre chose à penser. Les personnes vivant avec le diabète de type 1 présentent un risque accru de développer une maladie thyroïdienne auto-immune. Alors, ça peut retarder la croissance si elle n'a pas traité. Alors, peut-être pour ceux qui ont des enfants avec le diabète type 1, s'il y a un problème de croissance, probablement le endocrinologue pédiatrique, une des premières choses, c'est de faire un bilan de thyroïde. Alors, comment gérer les variations de la glycémie pendant la puberté? Alors, je dis à ma patiente, laissez les taux de sucre vous guider. C'est un petit peu difficile de prévenir les patterns. C'est plutôt juste les observer et puis traiter ce que vous voyez. Alors, une personne en pleine puberté vivant avec le diabète de type 1 aura besoin de plus d'insuline que d'habitude. Là, il faut augmenter le dosage au besoin, que ce soit pour l'insuline à l'action prolongée, l'insuline au moment des repas, ou même pour être plus agressif avec les corrections. Quelquefois, on regarde vraiment les unités pour diviser par les kilos par jour et c'est presque comme on voit que la résistance est comme si vous avez le diabète type 2. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est normal. C'est à cause de tous les hormones de croissance et puis de puberté qui causent des besoins augmentés. Et puis, ces besoins augmentés peuvent persister pour quelques années jusqu'à la fin de puberté. Et puis, le contrôle de la glycémie sera difficile pendant cette période, mais quand même, il reste essentiel. Maintenant, on va parler le cycle mensuel. Et puis, on va juste parler un petit peu de la biologie du cycle mensuel. Alors, c'est un petit peu ce que peut-être vous avez entendu en école secondaire, mais quand même, on va juste faire un petit peu de résumé. Alors, tous les 25 à 35 jours, le corps entre dans un cycle hormonal qui entraîne l'élimination du mucus utérine. Alors, il y a plusieurs hormones qui sont impliquées. Alors, il y a les hormones dans le cerveau et puis les hormones qui proviennent des ovaires. Alors, LH, c'est hormone luteinisante et puis FSH, c'est hormone folliculostimulante. Alors, ça vient du cerveau et puis ça stimule les ovariens et puis des ovaires sont sécrétés les oestrogènes et puis progestérone. Alors, c'est comme un effet domino dans le cycle. Puis en particulier, la progestérone entraînera des fluctuations de la sensibilité à l'insuline au cours du cycle. Alors, peut-être vous avez vu dans le passé, peut-être dans les cours scientifiques, cours de sciences de biologie, ce type de graphique, mais c'est juste pour démontrer un petit peu le changement de la concentration durant le cycle menstruel. Alors, vous avez les premiers quelques jours, c'est la menstruation. C'est ce qu'on pense à jour 1, c'est vraiment quand vous avez le premier jour de votre menstruation. Et puis, durant la phase proliférative ou folliculaire, on voit une augmentation des hormones qui viennent du cerveau, alors le FSH-LH. Et puis, ça cause une augmentation ou juste le développement d'une follicule, puis qui aussi stimule l'estrogène et progestérone. Et puis, quand vous voyez le phase lutéale, alors le phase sécrétoire, il y a les concentrations plus élevées de progestérone et estrogène. Alors, ça peut influencer votre sensibilité à l'insuline parce qu'il cause un petit peu, ça peut causer des changements dans la sensibilité. Et puis, vous voyez le progestérone, il y a une chute de concentration qui vraiment cause la menstruation, mais aussi s'il y a une hormone qui influence la sensibilité à l'insuline et puis la concentration tombe, ça peut aussi influencer la glycémie. Alors, d'une façon sans contraception, juste parce que si vous avez la contraception, ça peut influencer le cycle à cause de les changements sur ovulation. Pour ceux avec le diabète type 1, alors il y a peu d'études de grande envergure examinant ce phénomène, mais on voit dans les patients et puis en quelques études qu'il y a un effet. Alors les études réalisées ont un nombre très limité de patients et peuvent inclure des personnes sous différents régime d'insuline. Alors, ça cause un petit peu de difficulté de voir un pattern s'il y a plusieurs différences entre les participants de l'étude.
Et puis, des tendances plus claires ont été observées grâce à l'utilisation de la surveillance continue de la glycémie. Alors, ça veut dire le CGM et des régimes plus récents qui sont un petit peu plus précis. Alors, je ne vous demande pas que vous cherchiez ces études, mais c'est juste pour démontrer qu'il n'y a pas beaucoup. Il y a vraiment 5. Et puis, juste vous aviser, ces 5 sont vraiment pas beaucoup de patients ou de participants dans les études. Et puis, juste regarder les années. Comme vous voyez, ça commence à 2004, mais puis, c'est encore, on essaie d'étudier les changements. Alors, c'est 2022. Puis, vous pouvez penser que les choix en technologie et puis le traitement, c'est un petit peu différent de 2004 à 2022. Alors, juste faire attention à ça. Puis, ce qu'on a vu dans les études, c'est juste les estrogènes et puis la progestérone pendant la phase lutéale, alors la seconde moitié du cycle menstruel qu'on a mentionné, peuvent entraîner des besoins accrus en insuline, ce qui peut provoquer des glycémies plus élevées si non traitées. Puis le retrait de la progestérone peut potentiellement entraîner une diminution soudaine des besoins en insuline, ce qui peut provoquer des taux de sucre sanguin plus bas s'ils ne sont pas traités. Alors ça, c'est quelque chose en général, mais chaque personne, ça peut voir un pattern différent. Mais c'est important en penser qu'il y a d'autres facteurs importants à prendre en considération qui peuvent influencer les glycémies. Alors, il y a les modifications des habitudes alimentaires, alors comme le grignotage accru dû à une augmentation de l'appétit ou même un perte d'appétit qui peuvent affecter la glycémie. Puis, les douleurs et les crampes liées au cycle menstruel peuvent aussi également augmenter les taux de sucre en raison de la réponse au stress du corps. Puis aussi, si vous avez des douleurs et puis aussi si vous changez l'activité physique, ça peut aussi modifier la glycémie. Il peut aussi être plus facile de repérer les schémas liés au cycle menstruel lorsque les autres problèmes sont réglés. Alors, si par exemple, vous avez un petit peu de difficulté pour compter les glucides, si vous voyez que vous avez beaucoup de besoin de changer votre basal et puis peut-être vous oubliez de faire les bolus pour les repas, puis les collations, il y a plusieurs choses qui ont besoin d'être traitées, que ça peut être difficile de voir le pattern du cycle menstruel. Alors, si vous voyez les autres choses qui sont réglées, c'est un petit peu plus clair quand il y a une chose qui n'est pas réglée. Puis aussi, c'est important de noter que certains médicaments contre la douleur peuvent influencer la précision de certains capteurs de glucose. Alors, l'acétaminophène, alors le nom Tylenol aussi, peut provoquer des niveaux faussement élevés sur Dexcom et Guardian. Ça doit être une concentration plus élevée pour les générations plus récentes de Dexcom, mais quand même, il y a un effet possible. Puis l'aspirine peut entraîner des niveaux faussement bas sur le Freestyle Libre. Alors, juste faire attention si quand vous traitez, si c'est une douleur à la tête ou quelque chose, durant ce temps, ça peut influencer votre lecteur de glycémie. Et puis, en ce qui concerne les médicaments contraceptifs, alors, il y avait une analyse avant 2013, alors ça fait longtemps, qui a examiné quelques études antérieures qui ont demandé ça, et malheureusement, la plupart étaient de petite taille et puis se sont concentrés uniquement sur l'hémoglobine glyquée. Et puis, vous savez, l'hémoglobine glyquée, c'est juste un moyen, ça ne discute pas exactement de les changements qui varient durant le mois et puis de jour à jour. Puis, il n'existe aucune preuve démontrée qu'aucun moyen de contraception puisse augmenter l'hémoglobine glyquée. Alors, c'est un petit peu rassurant, même s'ils ne trouvent pas des changements de jour à jour, on ne voit pas que c'est vraiment évident qu'il y a un risque de causer des problèmes de glycémie. Puis cependant, il est possible que si un médicament perturbe le cycle des hormones qui affecte la sensibilité à l'insuline, cela puisse potentiellement avoir un impact sur la glycémie. Et puis, est-ce que le diabète de type 1 influence le cycle menstruel en lui-même? Alors, il a été précédemment documenté que les personnes vivant avec le diabète de type 1 avaient des règles moins régulières. Cependant, il est plus probable que cela soit dû à un contrôle médiocre de la glycémie car le cerveau pense que le corps est malade. Alors, ce qu'on appelle l'aménorrhée hypothalamique, c'est quelquefois ça arrive si vous avez une grande perte de poids ou une autre maladie.
Alors, comme j'ai dit, les traitements sont bien améliorés maintenant. Alors, on ne voit pas ça assez fréquemment. Et puis aussi, comme juste un autre rappel, les personnes atteintes de diabète de type 1 présentent un risque plus élevé de maladie thyroïdienne. Alors, l'irrégularité menstruelle peut être le premier signe de problème thyroïdien. Alors, si vous avez un problème avec le réglage de la menstruation, c'est important d'assurer que vous avez eu un bilan de thyroïde. Je vais parler brièvement du syndrome des ovaires polykystiques, alors le SOPK. Le syndrome des ovaires polykystiques est un ensemble de symptômes caractérisés par 3 critères, mais il faut avoir 2 des 3 critères pour avoir le diagnostic. Alors, c'est les règles moins fréquentes ou l'absence de règles. Puis, la présence de kystes multiples dans les ovaires qu'on voit sur l'échographie. Et puis, troisièmement, des taux élevés de testostérone. Ça peut dire juste une façon clinicale, comme la présence d'acné ou juste le poussement comme de la barbe, ou ce qu'on voit sur la biochimie, comme les taux élevés sur les prises de sang. L'obésité, la génétique et d'autres facteurs peuvent augmenter le risque de développer le SOPK. Et puis, un diagnostic peut signaler le syndrome métabolique. Alors, le syndrome métabolique, c'est un petit peu lié plutôt au diabète de type 2 et puis juste avoir un risque augmenté de la tension artérielle, de problèmes de cholestérol. Et puis, celui-ci, c'est lié à la résistance à l'insuline. Ça ne veut pas dire juste vous aviser que ceux avec le type 1 ont un risque augmenté de ça. C'est juste si vous en avez. Et puis, si vous avez le diabète type 1, ça peut être que vous avez une résistance à l'insuline si vous en avez ça aussi. Alors, comment pouvons-nous faire face aux variations de la sensibilité à l'insuline liées au cycle menstruel? Alors, c'est important d'examiner les schémas qui vous préoccupent le plus. Quelques personnes ont des problèmes vraiment avec les glycémies qui sont vraiment les hypoglycémies durant les menstruations. Ce qui vraiment cause des problèmes, c'est les hyperglycémies avant les menstruations. Et puis, quelques personnes, c'est l'opposé à cause de vraiment le style de vie et puis les autres facteurs. Alors, c'est important de discuter de ces schémas avec votre équipe de soins du diabète. Il peut être utile d'établir un plan d'action pour aider à réduire les taux de sucre sanguin élevés ou bas lors du cycle mensuel. Alors, si vous utilisez les stylos ou seringues d'insuline, il peut être souhaitable d'utiliser une échelle ou des doses différentes d'insuline pour les jours précédant les règles ou les jours pendant les règles. Par exemple, une façon qui est un petit peu plus vite et plus simple, c'est d'ajuster temporairement la dose d'insuline lente. Alors, par exemple, si vous avez des problèmes de hyperglycémie avant vos règles, d'augmenter temporairement le dosage. Et puis, si vous avez des hypos durant vos menstruations, de diminuer temporairement. Je quand même suggère de parler avec votre équipe de soins. C'est juste parce que, dépendant de votre insuline lente, ça peut prendre beaucoup de temps pour voir l'effet. Alors, par exemple, le Tresiba ou Degludec, ça reste dans le corps assez long, ça peut causer des changements, causer des problèmes. Alors, et aussi, si vous avez plutôt des problèmes après le repas, ça ne va pas vraiment aider avec changer la lente. Alors, c'est vraiment dépendant de vos schémas. Mais la plupart des ajustements qu'on va recommander, c'est plutôt de l'ordre de 10 à 20% à chaque fois. Alors, on ne suggère pas de doubler les dosages, on ne suggère pas de faire la moitié, c'est juste 10 à 20% qui est plutôt équivalent la plupart du temps de 1 à 2 unités, même jusqu'à 4 unités. Mais comme je dis, c'est juste important de parler avec votre équipe de diabète. Si vous êtes sur une pompe à insuline qui est non automatisée, alors on ne parle pas de les pompes de Control-IQ ou des autres pompes qui ont un algorithme. Alors, un profil basal différent est généralement la meilleure façon de cibler ces variations parce que c'est tout programmé. Alors, vous pouvez discuter avec votre équipe de soins de diabète de la possibilité de créer un profil basal différent. Par exemple, si vous avez des problèmes avec les hyperglycémies avant vos règles, un profil de PMS avec les dosages plus élevés, ou si vous avez des problèmes de hypo durant le cycle mensuel, un profil avec les dosages plus faibles. Et puis, comme j'ai dit avant, vraiment,
suggeste un changement en insuline, c'est de l'ordre de 10 à 20%. Et puis, pendant les périodes de glycémie plus élevées, vous voudriez peut-être corriger davantage, alors utilisez le calculatrice de bolus pour avoir plus de corrections. Et puis, pendant les périodes de glycémie plus basse, peut-être annoncer moins de glucides pour le bolus si vous voyez que vous avez une tendance avec les hypos. Et puis, mais comme j'ai dit, c'est important de parler avec votre équipe de soins pour assurer que c'est une méthode efficace pour vous. Alors, si vous avez une pompe à insuline automatisée, quelques des systèmes automatisés peuvent déjà ajuster automatiquement à ces variations. Mais comme j'ai dit quelquefois, quand vous réglez plusieurs choses, vous pouvez voir plus clairement quand il y a une différence avec le cycle menstruel. Et puis, on a déjà vu dans une étude, ceux qui utilisent le DIY looping, que c'est un petit peu, quelquefois, c'est plus évident quand il y a un problème avec le cycle menstruel. Alors, c'est vraiment dépendant de vous. Quelquefois, on a besoin de faire quelque chose d'autre. Alors, si vous avez la pompe Tandem avec Control IQ, il y a une possibilité de créer un profil séparé. Alors, ça veut dire changer vos ratios du glucide, facteur de correction basal pour un syndrome prémenstruel ou de période menstruelle. Alors, si vous voudrez avoir les doses plus élevées à cause de les glycémies hautes, vous pouvez avoir un basal plus élevé, puis avoir les ratios et facteurs de correction plus bas. Alors, comme vous vous souvenez, à cause de les ratios et puis le facteur de correction, parce qu'on divise par le numéro, quand vous augmentez le numéro, ça donne un numéro plus bas, alors moins d'insuline, mais si vous avez un ratio plus bas, c'est plus agressif. Ou l'opposé si vous avez le problème avec les hypoglycémies. Avec l'algorithme Medtronic de 600 ou 770, quelquefois on peut ajuster le temps d'insuline actif, mais je vraiment suggère de parler avec votre équipe avec ça parce que ce n'est pas un paramètre que ceux avec le diabète sont ajustés de vraiment changer, mais juste vous aviser, quand on diminue le temps d'insuline actif, ça cause l'algorithme d'être plus agressif. Si on le ralentit, ça donne un algorithme un petit peu moins agressif. Alors, juste vous aviser. Puis, juste vous aviser, pour la glycémie basse, je suis désolée, mais la cible temporaire, vous pouvez utiliser une cible temporaire de 8,3. Alors, c'est pas 7,8, c'est 8,3. Mais il peut également être nécessaire d'ajuster les ratios de glucides en fonction des besoins. Pour les 780, celui nouveau de Medtronic, il y a aussi les objectifs de cibles différents. Alors, ça peut être que temporairement, vous pouvez aller d'un cible de 5,5 à 6,7 quand vous avez une tendance de hypoglycémie. Et puis, également, vous pouvez parler avec votre équipe de changer le temps insuline actif. Mais juste vous aviser, cet algorithme, ça peut apprendre les changements dans la sensibilité. Alors, ça suit la dose totale quotidienne. Alors, le plus que vous le portez, ça apprend, oh, OK, maintenant, Madame X a besoin d'avoir un dosage augmenté d'insuline, on va en ajuster. Alors, quelquefois, ça peut même aider les problèmes. Alors, ou aider de guérir le problème, je veux dire. Alors, par exemple, si vous avez vous changez récemment de 770 à 780, peut-être juste voir qu'est-ce qui se passe avant de faire ce que vous faites d'habitude avec votre cycle menstruel. Maintenant, on va parler de la ménopause. Alors, le terme lié à la ménopause, je vais juste en parler, c'est le processus de la ménopause se réfère à l'arrêt de l'ovulation et du cycle menstruel, car il n'y a plus d'ovules dans les ovaires. Puis la ménopause est définie comme le moment où s'est écoulé 12 mois depuis la dernière période menstruelle. Alors, la périménopause, c'est vraiment la période entre ces deux temps-là, entre les dernières menstruations et puis quand ça devient de moins en moins fréquent jusqu'à l'occurrence de la ménopause. Et puis, post-ménopause, c'est vraiment après les 12 mois, sans menstruation. Ménopause et la gestion de la glycémie, alors, il existe malheureusement très peu de données à ce sujet.
Cependant, il est clair, s'il y a un schéma et qui a été observé avant, ce schéma deviendra irrégulier pendant la périménopause et finira par disparaître avec la ménopause. Puis aussi, juste vous aviser, une étude a révélé qu'en moyenne, les femmes postménopausées utilisaient des dosages d'insuline plus faibles quand on voit les unités par kilo par jour, qui est comparé par rapport aux femmes préménopausées. Mais malheureusement, quelquefois, ceux avec le diabète type 1 après la ménopause voient qu'ils ont besoin de dosages augmentés, mais ça peut être à cause de la prise de poids. Alors, malheureusement, au même temps, il peut avoir des besoins accrus en insuline à cause d'une éventuelle prise de poids à cette période, particulièrement autour de l'abdomen. Alors, c'est vraiment dépendant si vous avez un gain de poids ou non. Alors, comment cibler tout cela? Alors, il est important d'utiliser un calendrier ou une application pour documenter le cycle mensuel. Vous pouvez également documenter les problèmes de glycémie aussi. Vous pouvez comparer les variations de la glycémie avant, pendant et entre le cycle mensuel. Soyez prudent avec les changements dans les besoins en insuline, alors en unités par jour ou en unités par kilo. Et puis, vous voudrez peut-être utiliser les tactiques similaires à celles discutées dans la section sur le cycle mensuel. Et puis, notez que les taux de sucre sanguin ont tendance à se stabiliser après la ménopause. Alors, mais si les poids sont stables, alors, par exemple, si vous avez eu beaucoup de problèmes durant la périménopause, après ça, quand tout est stabilisé, c'est un petit peu équilibré éventuellement. Alors, juste une mention de la bouffe de chaleur. Il y a peu de données sur la manière dont cela affecte la glycémie, malheureusement. Mais avec ce qui était mentionné par ça avec le diabète type 1, certaines femmes trouvent que les bouffées de chaleur peuvent rassembler aux symptômes de hypoglycémie. Alors, l'utilisation d'un lecteur de la glycémie peut vraiment aider de différencier si vous avez un hypo ou si c'est une bouffée de chaleur. Puis, on va parler juste brièvement de la thérapie de remplacement au normal, alors le TRH, avec ceux avec le diabète type 1. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de recherches s'il y a un effet sur le contrôle de la glycémie. Mais ce qu'on voit, ce n'est pas une contre-indication, le diabète type 1, pour utiliser cette thérapie. Mais c'est seulement si vous n'avez pas d'autres complications. Alors, si vous avez des problèmes cardiaques, de lipides, de risque de formation de caillots sanguins ou de cancer du sein, ça elle-même, ce sont des contre-indications. Puis, il y avait intéressamment des recherches pour voir si l'âge de la ménopause chez les personnes atteintes de diabète de type 1 s'est changé comparé à ceux qui n'en ont pas. Puis, il y avait les études plus anciennes qui ont démontré une survenue précoce de la ménopause chez les femmes atteintes de diabète type 1 par rapport à celles qui n'en avaient pas. Mais on a vu une étude plus récemment qui n'a pas confirmé ça. Alors, comme tout ce que j'ai dit avant, ça peut être que les traitements ont amélioré. Alors, en général, le corps, c'est un petit peu plus sain qu'avant à cause le contrôle meilleur comparé aux années plus tôt, avant. Puis aussi, juste vous aviser, parce que le diabète type 1, c'est quand même une maladie auto-immune. Il y a une maladie rare qui s'appelle ophorite. Alors, c'est quand le système immunitaire attaque les ovariens, c'est légèrement plus fréquent chez les personnes vivant avec le diabète type 1. Alors, après la ménopause, soyez vigilants quant à la santé osseuse et puis cardiaque, parce qu'en général, les femmes postménopausées, n'importe diabète ou non, présentent un risque accru de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et puis d'ostéoporose. Et puis, ceux avec le diabète type 1 sont déjà à risque augmenté. Alors, la supplémentation en vitamine D, les exercices de renforcement osseuse et puis l'apport en calcium sont importants. Puis, c'est peut-être discuter avec votre médecin des traitements complémentaires éventuellement nécessaires. Puis, c'est aussi important à ce moment de le contrôle du cholestérol et puis de la pression artérielle. C'est extrêmement important pour essayer d'éviter les maladies cardiaques. Alors, on va faire un grand résumé. Je sais qu'on a parlé beaucoup de plusieurs choses, mais juste pour faire un résumé, différentes hormones sont sécrétées de manière différente à différentes étapes de la vie. Alors, les hormones peuvent parfois affecter la glycémie aussi, ce qu'on voit dans
avec les cas cliniques et puis aussi dans la littérature. La puberté est une période de résistance à l'insuline, ce qui signifie que les besoins en insuline sont plus élevés durant ces années. Puis le cycle menstruel peut entraîner des besoins différents en insuline pendant certaines parties du cycle. Alors, soyez attentifs au schéma et ajustez-le aux besoins. Puis, ces schémas changeront à nouveau à mesure que la ménopause survient. Et puis, votre équipe de soins est toujours une ressource précieuse pendant cette période. Et puis, je veux même dire, même si votre médecin puis votre équipe ne savent pas exactement quoi faire, c'est quand même important de les mentionner parce que s'il y a plusieurs patients dans la clinique qui ont le même problème, ça aide avec l'équipe d'apprendre que c'est un problème et puis que c'est une raison pour faire l'étude. OK? Et puis, juste dire, la technologie, ça peut vraiment aider beaucoup. C'est vraiment utile, en particulièrement les lecteurs de la glycémie en continu. Alors, c'est vraiment, la présentation est finie. Je veux juste laisser, il y a une étude à ce moment à l'IRCM qui est dirigée par Dr. Rabassa pour voir un petit peu les phases du cycle menstruel et les fluctuations de la glycémie qu'on en a parlé. Alors, si vous avez les critères éligibles ici et puis vous voudrez contacter pour être considéré pour l'étude, la coordinatrice de recherche, c'est ici. Il y a le courriel et puis aussi le numéro de téléphone. OK? Alors, maintenant, on va juste prendre des questions. Je vois déjà plusieurs questions. OK, bonjour. OK. Alors, vraiment, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de... Alors, la question, c'était quelle pilule contraceptive suggérer pour un ado de 16 ans? Alors, juste vous aviser, je ne suis pas un endocrinologue de pédiatrie. Alors, toujours, c'est un petit peu mieux euh, pour, euh, pour parler avec celui spécialisé en pédiatrie. Mais en général, il n'y a pas vraiment un pilule précis. C'est plutôt toujours important de avoir une contraception en particulièrement si c'est pour prévenir la grossesse parce qu'il y a de prévenir la grossesse c'est vraiment important pour ceux avec le diabète type 1. Um, il y a un risque augmenté des effets au futur si vous avez la glycémie haut. Alors, il n'y a pas exactement un pilule qui est suggéré ou non, puis c'est dépendant de vraiment leurs besoins. Mais en général, je suggère juste celui de combinaison. De combinaison. Il y a un pilule de progestérone, mais je ne suggère pas ça pour les ados parce qu'il faut vraiment, vraiment avoir un pilule régulier pour traiter ça. Alors, Alors, est-ce qu'il y a un effet sur la glycémie avec l'utilisation d'une thérapie? Alors, malheureusement, on ne sait pas exactement. Il n'y a pas de recherche à ce moment, mais on voit que euh, c'est, il n'y avait pas déjà qu'on voit qu'il y a un problème avec les glycémies, mais c'est juste malheureusement, ce n'était pas étudié. Alors, ça, c'est pourquoi c'est important d'en parler avec le registre de Better, juste parce qu'on peut peut-être avoir un petit peu plus de il y a une demande pour la recherche. Et puis, il y avait une question sur le SOPK. Alors, OK, alors, est-ce que vous avez les informations concernant l'hyperplasie congénitale des surrénales? Alors, ça, ce syndrome, c'est vraiment un syndrome rare qui n'est pas exactement lié à ceux avec le diabète type 1. C'est un petit peu d'un syndrome opposé qui est quelque chose de génétique. Alors, c'est vraiment juste en théorie, ça peut augmenter les besoins d'insuline. C'est juste parce que la même chose, il y a de testostérone et puis une résistance à l'insuline. Ça vraiment, le hyperplasie peut être juste comme le SOPK. C'est vraiment dépendant si vous avez le syndrome classique ou non classique. Non classique, c'est plutôt plus similaire à SOPK. Si c'est classique, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt à le diagnostic en enfance. Et puis, il faut utiliser les corticostéroïdes qui peuvent influencer les besoins d'insuline si vous en avez malheureusement les deux.
Et puis, vous avez besoin d'avoir un petit peu plus de dosage que d'habitude que quelqu'un qui n'a pas, euh, qui ont, comparé à quelqu'un avec l'insuffisance surrénale. OK? OK. Juste les autres questions. OK, il y avait une question. Vous savez pas pourquoi votre fils, même sans collation, monte jusqu'à 17 entre son coucher à 20 heures et environ minuit 1 a.m. Puis, il y a 3 ans, donc ce n'est pas la puberté. Alors, vraiment, c'est vraiment dépendant de la raison, pas la raison, mais exactement quel type de thérapie vous en avez. Alors, si c'est un vous êtes sur la pompe à insuline, ça peut être que vous avez besoin juste d'ajuster le basal. Aussi, c'est aussi dépendant de ce que vous avez pour souper. Alors, si vous avez un souper qui est vraiment riche en protéines puis en gras, ça peut causer une augmentation plus retardée de glycémie. On voit ça avec le pizza. Et puis, quand vous le changement de l'âge et puis la composition corporelle, quelquefois, vous pouvez voir que le métabolisme est un petit peu différent. Alors, juste faire attention si vous avez besoin, par exemple, si vous avez un pompe, si vous avez besoin de faire un bolus prolongé. Si vous êtes sur les injections, ça peut être que vous avez besoin d'une augmentation dans votre dosage de langue. Alors, c'est vraiment dépendant. C'est quel type de traitement vous en avez. Si vous êtes sur un pompe et puis ou sur les injections. Mais je suis en agrément. Si ça fait beaucoup de temps que vous avez ce problème, et puis même si que la puberté est passée, ça peut être que avec les changements, après puberté, un changement de métabolisme avec le changement corporel, ça peut être arrivé. OK. Maintenant, y a-t-il un lien entre le début de la ménopause et devenir diabétique? Alors, pas exactement, c'est pas cherché, mais on voit que, alors, ça veut dire probablement c'est pas lié au diabète de type 1 parce qu'il n'y a pas vraiment quelque chose avec le ménopause qui peut causer un risque auto-immune. Mais pour le diabète type 2, c'est intéressant, je n'ai pas regardé, mais ça, comme j'ai dit, il y a un petit peu d'un un, risque augmenté de gagner de poids. Puis, s'il y a un gain de poids, vous augmentez le risque d'avoir la résistance à l'insuline. Si ça arrive, ça peut être que vous avez un petit peu de risque augmenté de diabète type 2. Et puis aussi, on sait déjà, après 40 ans, le risque dans la population générale, ça augmente. Et puis, ça, c'est pourquoi on fait les surveillances de diabète chez la population générale. Et puis, avez-vous des trucs quand la résistance est très ponctuelle, alors premier et deuxième jour, dû à hormones de croissance? Um, alors, c'est un petit peu difficile à mentionner. Alors, avez-vous des... Alors, je suis un petit peu surpris que c'est ponctuel parce que la plupart du temps, c'est un petit peu quelque chose de stable. Alors, c'est un petit peu difficile à mentionner, mais si vous voyez que c'est vraiment ponctuel, puis vous voyez qu'il y a des augmentations, je vraiment suggère de parler avec votre équipe, particulièrement celui en pédiatrie, de voir quand il y a une augmentation, parce que n'importe quoi, même si c'est la puberté, même si c'est non, si vous voyez que vous avez besoin de plus d'insuline, ça pouvez ajuster. C'est vraiment dépendant de aussi votre traitement d'insuline. Par exemple, si vous avez vous utilisez la pompe ou utilisez les injections, quelquefois vous pouvez faire un basal temporaire ou si vous avez besoin d'un profil différent. Mais je vraiment suggère parce que ça ne sent pas, selon moi, comme j'ai dit, comme c'est vraiment dépendant de chaque cas. Si c'est vraiment chaque deuxième ou un jour et demi de la hormone de croissance, juste assurer que ce n'est pas quelque chose d'autre. Par exemple, l'exercice de résistance, puis les alimentations, tout ça. Alors, juste faire attention que c'est vraiment la hormone de croissance, juste pour vérifier.
Oui, alors à ce moment, euh, vraiment, ce que je sais avec le Glimetti, c'est plutôt pour ceux avec le diabète de type 1, c'est concentré vraiment sur ça. Si vous avez aussi le hyperplasie congénitale des surrénales, alors, je ne sais pas si c'est une contre-indication. D'être dans l'étude, il faut vraiment parler avec Anne Bonheur, mais c'est pas concentré sur ce syndrome exact. OK? Alors, j'espère que les questions euh, sont répondues. Je sais que malheureusement, quelquefois, comme j'ai dit, c'est vraiment chaque cas est différent. C'est vraiment important de voir, premièrement, c'est quel type de traitement vous en avez, parce que si vous êtes sur un pompe de boucle fermée, c'est vraiment différent si vous êtes sur les injections. Et puis, c'est toujours important de voir, en particulièrement juste à confirmer que c'est un problème de hormones reproductives parce qu'il y a plusieurs choses comme, euh, même que probablement vous avez entendu déjà avec le webinaire, certains exercices, certaines alimentations peuvent influencer les glycémies. Alors, c'est important d'essayer juste de confirmer que c'est ça. Et puis, si oui, même s'il n'était pas euh, mentionné déjà dans la recherche, si vous voyez un pattern, il y a quelque chose, on peut ajuster selon votre traitement unique d'insuline. OK, parfait. Alors, ça semble que on a fait. Oh, OK. OK, parfait. Alors, merci. Euh, Alors, j'ai plusieurs patients qui utilisent Yaz et puis aussi il y a LS, il y a plusieurs contraceptions, pilules de contraception, mais il n'y a pas un pilule qui est contre-indication, si je suis désolée, contre-indiqué pour le diabète type 1. Juste une chose, c'est il y a les injections de progestérone. Euh, je ne suggère pas en premier traitement, c'est juste parce que ça peut diminuer la densité des os, qu'il y a déjà un risque pour ceux avec le type 1. Alors, ça, c'est la seule chose de faire attention.